Pas économiste de formation, mais de la fonction que nous occupons, on est obligé d'apprendre l'économie. Et je sais que l'économie ne pourra mieux se porter que lorsque nous produisons sur place et qu'on arrête l'importation. Je voudrais donc inviter ici, le patronat a inscrit donc dans son agenda le plan stratégique et dans notre vision qui est donc le développement endogène, le concept de production. Parce que nous importons beaucoup et nous souhaitons qu'à partir de janvier, nous allons trouver les formules nécessaires pour que les importateurs soient des producteurs, qu'ils puissent contribuer au projet productif sur place ici. Donc ceux qui importent le riz, qu'ils se préparent à investir dans la production de riz. C'est ça aussi. Ah oui. Donc les gros importateurs de riz sont là. Parce que nous importons trop en Afrique. Nous importons trop, ce qui fait que nos richesses se retrouvent chaque fois dehors. Pendant que nous avons des terres, nous pouvons produire. Et je disais la dernière fois de passage au sud-ouest, j'ai pris le soin de passer par la route pour contempler beaucoup de bas-fonds non exploités. Et donc, je pense que selon les statistiques, en 2025, nous serons à 100 milliards d'importations de riz au Burkina. C'est inadmissible. Et je pense qu'en bon économiste, vous me direz que c'est improductif. Pendant que nous avons des milliers d'hectares de bas-fonds qu'on peut aménager. Donc, pour quelqu'un qui voudra désormais importer 10 milliards de riz, nous allons l'obliger à mettre 2 milliards dans un projet structurant où il va employer les jeunes. Et il en sera de même pour la plupart des produits de grande consommation, que sont l'huile, le lait et beaucoup d'autres choses, j'en passe. Et je souhaite que cela, nous puissions discuter donc urgemment pour trouver les voies et moyens qui nous permettront d'employer les jeunes et de les mettre dans cette voie pour que vous puissiez les accompagner. Et qui dit production, dit développement de l'industrie agroalimentaire. Il y en a déjà, je vois que dans votre conseil, il y a quelqu'un qui s'en occupe spécialement. Et je souhaite que nous puissions développer ce secteur. Il faut que nous produisions sur place, mais que nous transformons aussi. Tout ça dans le sens d'arrêter au maximum, en tout cas, réduire autant que possible nos importations. Et c'est en ce sens qu'on pourra créer beaucoup d'emplois et que notre économie pourrait mieux se porter. Donc je vous invite à inscrire cette donnée et qu'on puisse ensemble changer le visage du Burkina Faso sur ce volet économique. Notre vision, c'est ramener la paix. Mes chers compatriotes, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes du développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision, que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés, dès l'entame du retrait de l'aménagement, exige de nous, Maliennes et Maliens, que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. Un comité chargé de piloter ce dialogue. Monsieur le Président, sur le plan sécuritaire, le gouvernement regrette qu'une fois de plus, le rapport du secrétaire général passe sous silence les efforts et les actions menées par les forces de défense et de sécurité maliennes
dans le cadre de la sécurisation du territoire et de la protection des civils au grand bonheur des populations maliennes, même si nous reconnaissons que des défis importants existent par endroits. Et je crois que cette prise de position du rapport du secrétaire général se reflète aussi dans ce que j'entends autour de cette table. Il y a peu de délégations qui saluent le travail qui est fait par les forces de défense et de sécurité. Il y a peu de délégations qui se sont même inclinées devant des milliers de morts de soldats maliens sur le terrain. Je crois qu'il est important de relever ces éléments. Les forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à poursuivre les actions offensives lancées depuis décembre 2021 et visant à prévenir et à combattre les attaques indiscriminées ou les représailles des groupes extrémistes contre nos populations civiles et leurs biens. Cette posture offensive des forces de défense et de sécurité du Mali a permis non seulement la neutralisation de nombreux terroristes, mais aussi la destruction de leurs sanctuaires, mais également la reddition volontaire de plusieurs d'entre eux, notamment dans la région de Douenza et de Tombouctou, et de Mopti, je m'excuse. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie intégrée pour le centre, dont le représentant spécial a parlé, l'État renforce sa présence sur le territoire, contrairement aux chiffres fournis dans le rapport. Au titre de l'année 2022, la situation des postes vacants dans le centre du pays a connu une évolution significative, que nous avons détaillée d'ailleurs dans le mémorandum qui a été publié hier. Cette présence accrue de l'État contribue à l'amélioration de la fourniture des services sociaux de base aux populations dans les zones affectées par l'insécurité. Sur la question des droits de l'homme, qui a aussi fait l'objet de beaucoup de commentaires autour de cette table, la réduction de 58% des cas de violation des droits de l'homme constatés par le secrétaire général est le fruit non seulement des opérations offensives engagées par les forces de défense et de sécurité du Mali contre les groupes extrémistes, dans le strict respect, je le répète encore une fois, dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, mais également la présence accrue de l'État sur une bonne partie du territoire national, malgré les défis sécuritaires. Encore une fois, moi je crois que c'est une question de paradigme et de narratif. Il ne faut pas que vous-même vous tombez dans ce piège. Parce que vous savez, le problème qu'on a au Mali, le Mali a un problème avec un pays. Et ce pays a mobilisé le monde entier contre le Mali et veut faire croire que le Mali est isolé, or ce pays est plus isolé que le Mali. Donc si nous-mêmes Maliens, nous entrons dans leur dynamique de répéter partout, isolé, isolé, si vous prenez un seul exemple aujourd'hui, allez en Afrique, dans tous les pays, je ne dis pas seulement même le gouvernement, allez dans la population de beaucoup de ces pays. Mais combien de pays sont aujourd'hui en phase avec les changements qui sont en cours ici? C'est pourquoi nous nous battons. Combien de mouvements en Afrique, dans beaucoup de pays, se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc isolement, c'est par rapport à quoi? Parce qu'on est allé instrumentaliser une organisation pour que le Mali n'y soit pas. Même ces organisations, je vais vous dire une chose, c'est le Mali qui a créé la plupart de ces organisations. Elles n'ont pas créé le Mali. Et le Mali éternel va survivre à ces organisations. Donc je crois que pour moi, c'est une question d'état d'esprit. Ça dépend de ce que nous recherchons. Voilà, nous ne cherchons pas à être dans des clubs pour être assis, applaudir les uns pour les autres. Le Mali a un objectif. Nous nous sommes fixés un objectif. Bon, il y a certainement peut-être des prix à payer pour pouvoir arriver à cet objectif. Ça, il faut assumer cela. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas tomber dans leur narratif. Parce que justement, les gens créent un narratif pour nous l'imposer. Mais ce sont ceux qui ont créé ces narratifs aujourd'hui qui rasent les murs dans beaucoup de ces pays africains parce qu'ils sont rejetés par les populations. Donc qui est isolé? Les problèmes algériens se discutent en Algérie et non ailleurs. Mais qui les a condamnés? Chez nous, il y a des gens qui viennent tuer des populations, qui les assument, qui vont s'enfermer avec les services secrets français. Il faut une semaine. Ils changent d'avion, ils viennent en Algérie, on nous dit allez-y négocier avec eux. Mais on va négocier quoi? C'est à eux de rejoindre le Mali et venir dire qu'ils sont prêts à négocier. Nous ne partirons plus chercher quelqu'un pour le prier qu'on fasse un État dans l'État. Vous savez ce qu'il y a à Kidal? Il y avait des États dans l'État. Il y avait des organisations qui ont des papiers en tête, qui délivrent des permis.
qui délivrent de l'or. Des milliers de Soudanais et de Tchadiens viennent au nord, on exploite l'or depuis 10 ans. Où va ce tort-là? C'est ceux qui sont au service d'un objectif. Les PRS, on vient à Bamako, on corrompt l'oligarchie et on maintient les Maliens en otage. Je vous assure, monsieur le Premier, c'est à cela que l'équipe actuelle, sous la haute direction de Assimi Goïta, a décidé de mettre fin. Il n'y a rien d'autre. Même l'accord là, on a dit qu'on y est sorti. Vous savez, l'accord là, c'est entre l'État malien et des groupes non étatiques. Et aujourd'hui, c'est des États qui font les porte-paroles par procuration. Nous avons dit qu'on sort de ça. C'est comme un acte de mariage, et un ministre l'a dit tout de suite. Et vous êtes marié, il y a quelqu'un qui observe votre mariage. Chez nous, on dit Demba. Vous décidez de vous divorcer. Et vous vous dites que vous n'êtes plus dans le mariage. Et le Demba, là, qu'est-ce qu'il a à dire là-dedans? Mais c'est ce qui arrive au Mali. Nous ne sommes plus là-dedans. Pourquoi quelqu'un d'autre qui est un simple médiateur vient dire qu'il faut que lui fasse des accords? Mais nous ne sommes plus des enfants. Les directions des pays là qu'on appelle, on les caresse dans le sens du poil, on les met dans des chambres, on les fait filmer, ils font du n'importe quoi. Après ils reviennent, ils se cravatent dans leur pays, on garde à la prochaine session pour les bagabaga et les faire ce qu'on veut là. Ça c'est terminé. Parce qu'ici on a vu un ministre de la Défense qu'on a fait démissionner pour le simple fait de dire qu'un tel pays ne doit pas être dans leur pays. La semaine suivante, on l'a monté dans tous les sens dans sa vie privée et on l'a obligé à démissionner. Chez nous, on dit on va signer l'accord, il faut les femmes, les jeunes, les vieux. Mais c'est un accord technique. Qu'est-ce que cette affaire de femmes et de jeunes et de vieux vont faire là-bas? Mais c'est pour nous embourber. Les gens vont, tu changes de turban, on te donne l'argent, on vous ouvre les hôtels, les chambres, il y a à boire, à manger, ce que tu veux, vous passez votre temps, vous revenez à Bamako, on dit ils ont signé. Mais les techniciens, ils morfondent. Moi, j'ai eu à poser la question au ministre des Affaires étrangères. J'ai dit, mais toi là, il y a des Maliens qui disent que c'est toi-même qui as signé l'accord. Pourquoi tu défends le contraire? Vous savez, les diplomates, c'est des gens... Monsieur le Président, est-ce que les Russes vous aident? Et est-ce que leur aide est meilleure que celle des armées étrangères qui étaient jusque-là présentes? Vous savez, pour ce qui concerne le Burkina, par exemple, nous avons toujours été en relation avec la Russie. Et je vous dis, l'équipement que les Burkinabés avaient, à 80%, c'était des équipements russes. Ah bon? Bien sûr. Mais pourtant, vous aviez une relation plus forte militairement avec les Français. Comment expliquer cela? Oui, parce que ces équipements datent des années peut-être de la Révolution. Bien sûr, nous avons des équipements qui datent des années de la Révolution, qui combattent toujours, les équipements russes et coréens, nord-coréens, qui combattent toujours dans notre armée. Ils sont pendant plus efficaces? Un temps, l'armée a été délaissée. N'oubliez pas ça. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Aujourd'hui, avec la Russie, la relation est d'abord stratégique. Ça, je pense que vous le comprenez beaucoup mieux que nous. Et avec la Russie, il n'y a pas cet équipement que nous souhaitons payer avec eux, qu'ils ne vendent pas. Les autres nous font des restrictions. Ils vous disent, vous ne pouvez pas acheter ce type d'armes? Bien sûr. Or, les Russes vous vendent tout ce que vous voulez. Tout ce qu'on veut. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a beaucoup de pays, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Coréens, ainsi de suite. Il n'y a aucune restriction. Avec l'Iran, tout ce qu'on veut, ils vont nous faire le point. Si on peut payer, on paye. Mais avec ces États qui étaient là, soi-disant nos amis, il y a des restrictions. Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les de vous? terroristes, lui, nous tuent. Mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal.
tout ce qui est létal qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Alors aujourd'hui, avec